Bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur le plateau de TV Vendée. Alors on est de bonne humeur parce que c'est vendredi, hein. Voilà, donc nous avons devant nous une demi-heure d'ensemble, hein, d'émission. Ah oui, c'est dur, hein, le vendredi. On a 26 minutes très exactement pour faire ensemble le point sur l'actu 100% Vendée de cette fin de semaine. Voilà, je vous ai donné le bébé, maintenant vous gérez tout ça. De quoi parlons-nous exactement ? Eh bien, on revient évidemment sur la nuit un petit peu perturbée que nous avons eue en Vendée entre ce jeudi et vendredi. La faute à une dépression qui a touché la Bretagne, mais qui n'a pas épargné la Vendée. On ne parle pas que de ça. Ce matin, on va aussi à la rencontre de Charlotte dans la matinale. C'est une sapeur-pompier volontaire qui ne se contente pas d'aider les Vendéens. Elle est également engagée dans l'association Pompiers de l'Urgence Internationale et elle revient de Turquie où elle a prêté main forte au secours sur place après le séisme du mois dernier. On va avoir un coup de projecteur sur le château de l'Étenduère également. Ça, c'est aux Herbiers. Un chantier qui entreprend de préserver depuis quelques mois les pans de murs qui ont subsisté et des visites de ce chantier sont possibles depuis ce week-end. Nous en avons suivi justement une des tout premières. On va parler aussi de cette plongée dans les valeurs de l'athlétisme proposée par le comité départemental de la discipline à des lycéens de La Roche-sur-Yon. C'était en début de semaine. Et nous allons retrouver nos chroniques du vendredi, à savoir une petite virée au collège à Challans pour parler du dispositif orchestre au collège. Ça, c'est dans notre Plus Info. Des idées de sortie également pour la deuxième quinzaine du mois de mars. Et puis la toute dernière ligne droite de notre jeu, puisqu'il ne vous reste plus que très peu de temps pour tenter d'en remporter des places pour le concert de Stéphane Echer qui est prévu le 19 mars prochain au Poiré-sur-Vie dans le cadre du festival acoustique. Alors avant de rentrer dans l'actualité proprement dite du journal, on va donc parler météo en revenant sur la nuit que nous venons de passer. Pas facile de dormir cette nuit en Vendée. Beaucoup de vent et ce fut la faute à Larissa qui est une dépression qui a touché plus particulièrement la Bretagne et qui la touche d'ailleurs encore, et ce depuis hier soir. En Vendée, Climat Vendée a relevé jusqu'à 102 km/h à Noirmoutier cette nuit, 101 au Perrier, 87 à La Roche-sur-Yon, 85 du côté de Sainte-Gemme-la-Plaine. Un vent qui devrait se calmer maintenant, même si certains prévisionnistes annonçaient encore quand même de grosses rafales pour la première partie de journée, jusqu'à 80 km/h. Côté ciel, eh bien, des éclaircies étaient tout de même annoncées et des températures entre 8 et 10 degrés. Pour cet après-midi, nous allons passer à des rafales de 40 à 50 km/h qui vont effectivement subsister, mais plutôt dans la frange est du département. Partout ailleurs, ce sera le retour de la pluie, des averses pour tout le monde cet après-midi en Vendée et un mercure autour de 10 degrés. Gardez bien en carte cette carte du vendredi après-midi parce que c'est peu ou prou ce qui nous attend pour le week-end aussi, avec des températures jusqu'à 13 degrés cette fois-ci sur samedi et dimanche. Pour les marées, eh bien, le gros coup de vent, les forts coefficients annonçaient une surcote pour le tout début de journée autour de 6 heures. Surcote, ça veut dire que la mer gonfle, vous savez, et devait prendre 1 mètre de plus que prévu normalement, ce du fait du vent. Maintenant, on est quand même sur plutôt la phase descendante. La basse mer, c'est à 12h30. Donc, la vigilance reste de mise sur le littoral, mais plus on va avancer dans la matinée et la journée, moins ce risque subsistera. La carte des marchés à présent avec l'ensemble des rendez-vous avec nos producteurs locaux qui s'affichent. Rendez-vous du vendredi à travers la Vendée. On a La Roche-sur-Yon, on a Les Épaisses ou Mouilleron-Saint-Germain, tiens si vous êtes dans l'Est, plutôt l'île d'Olonne ou encore Longeville-sur-Mer si vous êtes dans l'Ouest. Souhaitons une bonne fête aux Viviens, aux Garettes ou encore aux Stécy. C'était la journée mondiale et c'est la journée mondiale du pyjama. Autant dire qu'on y est plutôt sensible dans la matinale, mais qu'on n'a encore jamais osé le tenter, je vous l'assure. Peut-être qu'on se le fera pour la toute dernière de la saison. On se retrouve en juin pour en reparler. Le soleil va se coucher à 19h04 aujourd'hui en Vendée. On passe au journal. Un journal que nous commençons avec cette rencontre, un engagement qui forge l'admiration dans le sud Vendée. Charlotte Kopman est infirmière, sapeur-pompier volontaire ici en Vendée, mais elle est aussi engagée à l'étranger. Nous vous avions parlé d'elle lors du séisme en Turquie il y a un mois. Charlotte a fait partie de ces secours dépêchés sur place dans les 72 heures par l'aide internationale. Elle est de retour de ce qui fut sa 3e mission à l'étranger après Haïti et Beyrouth, de retour auprès notamment de son conjoint qui est bénévole lui aussi pour Pompiers de l'Urgence Internationale. Colline Davy. Dans cette caserne se côtoient sapeurs-pompiers professionnels et volontaires.
Et dans ce groupe, il y a Charlotte Kopman, une infirmière engagée encore un peu plus que les autres. Je suis infirmière sapeur-pompier volontaire, donc je fais essentiellement du secours à personne. Il y a la facette volontaire dans le SDIS de Vendée, et puis l'engagement depuis 2008 dans une ONG qui s'appelle Pompiers d'urgence internationale. Et là, c'est pour faire de l'humanitaire, on est bénévole. L'infirmière revient justement d'une mission internationale. Dépêchée en Turquie après les séismes, elle est partie 8 jours et les souvenirs sont encore bien présents. Quand on arrive, il y a les bâtiments qui sont effondrés et il y a des gens devant qui sont désespérés, qui pleurent, qui sont avec des couvertures et qui n'ont plus de maison, qui en dessous ont leurs parents, leurs enfants... Et donc, qui nous disent tout de suite, mais vite, il faut essayer de sauver les membres de leur famille. Donc, c'est vrai qu'il y a des fortes émotions. On a la chance d'en sortir 2 vivantes, donc ça, c'est formidable. 2 victimes de 11 et 62 ans ont été secourues. Alors forcément, cette 3e mission reste en mémoire avec le sentiment du devoir accompli. Ça nous reprojette il y a 15 jours, évidemment. Mais ça me conforte dans le fait qu'on était à notre place d'être là-bas. Ça, c'est sûr. Si la jeune femme était seule en Turquie, elle peut habituellement compter sur un binôme essentiel. Son conjoint est lui aussi membre de l'association. Un soutien de taille pour certaines opérations. Le jour où on doit partir en mission réelle sur une catastrophe, on sait travailler ensemble. La raison pour laquelle... c'est plus facile pour nous que pour les autres, c'est que c'est surtout après l'intervention où ça facilite les échanges parce que les gens ont vécu la même chose et on parle de la même chose. On est plus fort, je pense, à 2. Ah ouais. Ces missions sont plus lourdes physiquement, mais elles s'inscrivent pleinement dans leur idée du dévouement. D'ailleurs, à peine rentrée, l'infirmière compte bien repartir seule ou accompagnée dès que le monde aura besoin d'elle. Les pompiers qui sont intervenus hier en fin d'après-midi à Froidefond, près de Chaland, et ce pour un feu d'éolienne. Une intervention plutôt rare qui a d'ailleurs consisté en la sécurisation du périmètre. Il aurait été trop dangereux pour les pompiers de monter au sommet du mât de 77 mètres pour essayer d'éteindre l'incendie. Des flammes qui seraient parties du bloc moteur avant de se propager à une pale de 40 mètres. On va partir à Dampierre-sur-Yon à présent. Dampierre-sur-Yon, lauréate pour la 2e fois du fonds Friche, une enveloppe qui va lui permettre de construire 8 logements sociaux sur une parcelle occupée actuellement par un ancien silo à grains. Le parc locatif de la commune va donc s'étendre un peu pour répondre à des demandes qui sont toujours plus nombreuses. Le projet de la commune de Dampierre, il a 2 objectifs. Un, recycler de l'espace urbain qui n'était pas utilisé en plein centre-bourg. Et 2, construire des logements sociaux. Donc dans les 2 cas, au titre du fonds Friche, donc des subventions que l'État a apportées à la commune de Dampierre pour réaliser ce projet, au titre de ces 2 raisons, on avait tout intérêt à les aider à réaliser ce projet qui, quand on parle de friche, nécessite des coûts de démolition, des coûts de réhabilitation qui font que construire du logement est plus cher. Aux Herbiers à présent, c'est un processus de sauvegarde du patrimoine assez symbolique qui a été lancé en septembre dernier. Ce qu'il reste du château de l'Étenduère ne devrait plus se dégrader. Les pans de murs toujours debout vont être comme figés dans le temps grâce à un chantier financé à 80% par la mission Berne. Depuis le week-end dernier, des visites y sont organisées pour comprendre à la fois son histoire et l'avenir qui est réservé au site. Diane Delangle. Enfin débarrassé de la végétation qui le grignotait, il réapparaît. Le château de l'Étenduère, 800 ans d'histoire, est en chantier depuis le mois de septembre 2022. Il s'agit de sauver les ruines restantes. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va cristalliser les ruines. C'est pour ça qu'on appelle ça. L'idée, c'est de conserver les ruines telles qu'elles sont pour qu'elles ne se dégradent plus et pour redonner un petit peu de l'apparence de ce que pouvait être le château. On n'est pas du tout en train de le reconstruire, bien évidemment. Il s'agit vraiment de garder les ruines et de les préserver. Des traces d'une première présence sur site sont établies en 1375. Mais c'est véritablement au XVIIe siècle que le château gagne en superbe.
Le seigneur de l'Étenduère à l'époque, donc Louis des Herbiers, va notamment obtenir le droit de forteresse, fossés, pont-levis, canonnières, etc. Donc de la part de son suzerain, donc qui est Claude Duplanty et qui est seigneur du Landreau. Et du coup, c'est à partir de là véritablement que le château va petit à petit se former. Il va notamment s'agrandir donc au XVIIIe siècle, où là, le seigneur de cette époque, c'est Alexis Auguste des Herbiers, et qui lui va profiter justement pour embellir et agrandir son château grâce à la dot qu'il va obtenir de sa femme avec son mariage. L'histoire prendra fin avec le grand incendie des Herbiers le 31 janvier 1794. Depuis le démarrage des travaux, des surprises sont apparues. Ici, une cave voûtée, là, 2 cheminées. Des découvertes, on l'espère, suivies de beaucoup d'autres. En écoutant les architectes et notamment les gens d'INRAP, l'Institut d'archéologie, qui a travaillé sur le château, eux ils étaient extrêmement excités de découvrir finalement de pouvoir gratter et de retrouver des choses, parce qu'ils retrouvent les traces d'un évier, traces de comment est-ce que l'eau s'évacuait, mais où est-ce que l'eau était stockée, où est-ce que la cuisine était installée. Donc pour eux c'est extrêmement intéressant, et comment le château a été construit, parce que chaque fois un château c'est toujours c'est une des strates, parce que le château a plusieurs siècles, donc il y a des façons de le construire, des traces des artisans, des signatures, des détails de pierre, il y a plein de petites choses qu'ils retrouvent, donc eux ils sont émerveillés. En attendant que le site ne devienne un lieu de promenade et de mémoire ouvert au public, des visites gratuites sont désormais organisées chaque premier samedi du mois à 10h et 11h15. Les inscriptions sont obligatoires. Et puisque nous sommes aux Herbiers, quelques mots aussi sur cette plateforme de covoiturage qui a été lancée en début de semaine. L'application Klaxit s'occupe plus particulièrement du court covoiturage, c'est-à-dire les trajets domicile-travail, des trajets qui représentent aujourd'hui quasiment 9 déplacements sur 10. Un service mis en valeur par la communauté de communes pour au moins une expérimentation d'1 an, et ce pour compléter les lignes de car proposées par Aléop. En fait, c'est une application qui est extrêmement ergonomique, premièrement, donc elle est facile d'accès, facile d'utilisation, et puis elle est bien calibrée pour notre modèle de développement. Elle s'adresse d'abord aux employeurs, pour que les employeurs puissent aussi s'adresser aux salariés. Donc c'est une manière, pour nous, ça correspond bien à notre manière de circuler, à notre densité économique. Donc Klaxit est une application qui s'adresse au monde économique et donc aux salariés, et c'était assez approprié en fait à notre territoire. Les Pays de la Loire qui sont la 2e région de France où on covoiture le plus, et ce, juste derrière la Normandie. Un début de semaine pas comme les autres pour les lycéens lyonnais de Saint-Louis. Après Édouard Herriot la veille, l'établissement recevait le comité départemental d'athlétisme et l'association 733, une structure qui promeut les valeurs du sport au service de la citoyenneté. Le moyen de faire découvrir l'athlétisme aux adolescents à travers films, expos ou encore échanges avec un médaillé paralympique. Alexandre Lenaour. On voit que Jessie a été entourée par la famille. D'ailleurs, on voit la famille sur le 200 mètres, ils sont tous autour du transistor. L'histoire de Jesse Owens, athlète afro-américain, héros des Jeux Olympiques nazis de 1936, où il remporta 4 médailles d'or. Une épopée racontée par le film La couleur de la victoire et présentée aux 6 classes de 3e du collège Saint-Louis, un projet notamment porté par l'association 733, un nombre référence au dossard porté par l'athlète lors des JO de Berlin. Le film 1h30 et ensuite 3 quarts d'heure d'intervention, de débat, on lève la main, on pose une question, on intervient et c'était riche. Et puis la prise de parole qui s'est faite tout à fait naturellement, du respect, de l'initiative, et c'est tout ce qu'on souhaite pour exprimer son ressenti par rapport au parcours exceptionnel de Jesse Owens. Athlétisme et citoyenneté, c'est le nom de cette journée marquée par plusieurs temps. Sur cette exposition, par exemple, une découverte de l'histoire des Jeux à travers plusieurs thèmes, comme les valeurs, les figures et les moments forts de l'olympisme. Du côté de la salle Fiagec, les élèves ont aussi eu la chance d'échanger avec Aladji Ba, ancien athlète paralympique et double médaillé de bronze aux Jeux de Sydney en 2000 et Athènes en 2004. Ce côté autour de la citoyenneté et la discrimination pour expliquer en fait aux jeunes que une personne en situation de handicap, quelle qu'elle soit, dans la vie de tous les jours, c'est une personne à part entière. Elle peut tout faire, elle peut être sportive de haut niveau, elle peut être homme politique, elle peut être chef d'entreprise, elle peut être pâtissier. C'est un message pour dire qu'une personne en situation de handicap est capable de faire beaucoup de choses. Un message qui semble être bien passé auprès du jeune public. Aladji, c'est une personne qui a un déficit au niveau de la vue. Il est
entièrement aveugle. Au début, j'avais du mal à m'imaginer un athlète paralympique. Et là, de le voir, c'est monstrueux. On se rend compte que le sport, en fait, c'est fermé à personne et que peu importe les différences, on peut tous en faire. Les collégiens ont enfin pu se mesurer sur un sprint de 20 mètres et consulter leur chrono à l'arrivée. De quoi se mettre en jambe en attendant les prochains Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. Voilà pour l'actualité du jour. On va regarder maintenant les températures de ce début de journée. Des températures plutôt douces quand même pour ce vendredi matin. 10 degrés pour quasiment tout le monde, avec juste un tout petit peu plus froid du côté de Pouzauges et de la Châtaigneraie. Ce n'est pas tant justement les températures qui marquent ce vendredi, mais plutôt le vent. Si vous n'étiez pas là, on parlait d'un peu plus de 100 km/h relevé à Noirmoutier. Et au moment même où je vous parle, en fait, nous venons de recevoir un email qui annonce le report, justement, compte tenu des conditions météorologique de ce vendredi matin, un report du site du Big Band de l'emploi à La Roche-sur-Yon. Vous savez, c'était ce gros marché de l'emploi qui est organisé par la région du côté du parc Exposition. Eh bien, le site est fermé au public aujourd'hui. Les modalités d'ouverture pour demain, donc samedi, à La Roche-sur-Yon seront données ultérieurement. Voilà, ça c'est la magie du direct et de l'information le matin. On va passer à la deuxième partie de cette matinale avec nos chroniques maintenant. Avec un petit peu de musique pour débuter cette deuxième partie. À Chalon, une classe orchestre existe au sein du collège Charles Mille-Sandeau, un dispositif qui permet de vivre la musique en groupe au quotidien. Il n'y avait aucun élève qui n'avait fait d'instrument avant d'entrer dans la classe. Donc moi j'ai essayé de préparer l'année dernière. On les a tous emmenés pendant la journée, la folle journée. On les a emmenés à la Maison des Arts pour qu'ils puissent effectivement, pour créer un peu d'appétence. Je me suis dit, ça va peut-être le premier point de départ pour leur donner envie. C'était sur le volontariat. À la fin de l'année, on leur a proposé. Certains ont tout de suite répondu. On en avait 11 qui voulaient absolument prendre et puis certains qui étaient un petit peu hésitants. Donc, on les a regroupés dans la même classe. Ceux que je sentais un peu hésitants, on les a mis. Et du coup, on est monté de 11 à 18. On a deux cours dans la semaine, un cours le lundi en petit groupe et puis ensuite un cours le jeudi en grand groupe, donc ils sont 18. On apprend vraiment à jouer ensemble, donc à trouver une pulsation commune, à se regarder, à s'écouter, à avoir aussi de la rigueur parce que quand on est beaucoup, il faut savoir écouter les autres, partir tous ensemble, s'arrêter tous ensemble. J'ai essayé les 3 instruments et j'ai choisi un des 3 instruments. Aujourd'hui, en fait, il y avait les altos, les violons et les violoncelles. Et donc, on a fait un tutti. Un tutti, donc ça veut dire qu'on a joué tous ensemble un instrument, enfin chacun un instrument. Et donc on a joué plusieurs musiques. Et là on a pris un engagement jusqu'en 3e et peut-être après ma 3e je voudrais continuer. Des fois je le prends chez moi et je joue, sinon non je fais pas d'autres musiques, à part le midi c'est tout. J'en fais aussi le week-end chez moi, je peux l'emmener chez moi, etc. Et voilà, je m'entraîne. On est parti du stade où ils ne savaient vraiment pas jouer de l'instrument, où ils ont choisi leur instrument tous en fonction de leur affinité avec la sonorité de l'instrument. Et puis maintenant, on arrive vraiment déjà à avoir un sens du rythme tous ensemble. Ça permet aussi pour la Maison des Arts, le conservatoire, de toucher un nouveau public auquel on n'aurait pas forcément accès, qui pour des raisons soit sociales ou géographiques ne viendrait pas forcément de lui-même à la Maison des Arts. Et nous, dans le cadre du collège, on peut toucher d'autres élèves. Un plus info que vous pouvez retrouver sur tvvendée.fr. Nous allons maintenant passer aux sorties.
Et comme chaque vendredi, on va retrouver quelques idées. Alors cette fois-ci, c'est carrément pour la prochaine quinzaine du mois de mars. Des idées de sortie et d'occupation dans le département. On va avoir du théâtre ou encore de la musique du côté de Chantonnay, de Couex et de Montaigu-Vendée. Tu sais pourquoi t'es là? Dans la famille, à 16 ans, on devient un homme. Pour devenir un homme, il faut conquérir le monde. Et pour conquérir le monde, il faut planter le drapeau, celui de la famille. Et c'est aussi ce week-end, donc à plus court terme, la toute dernière ligne droite du Festival de la Magie au Sables d'Olonne. L'Auditorium des Atlantes affiche complet demain et dimanche. On va maintenant se plonger dans le programme de TV Vendée. Et nous embarquons ce matin dans la voiture d'Hervé Leroc avec un nouveau numéro de Sans détour. Un Sans détour qui fait étape à Luçon en cette mi-mars avec un invité à bord qui connaît très bien les lieux. C'est Pierre-Guy Perrier, maire de la ville pendant quasiment 2 décennies. J'ai été maire pendant 19 ans donc de Luçon. Il est vrai que j'aurais beaucoup d'anecdotes. Certaines d'ailleurs que j'ai oubliées, quelquefois qui me sont remémorées. Et il faudrait que je les renote, mais quand malheureusement je les ai oubliées, je les retrouve pas toujours. Mais c'est vrai qu'il y a eu des moments difficiles, mais il y a eu aussi des moments extraordinaires dans la vie d'un élu. Il y a des moments que l'on vit intensément, tant dans le négatif que dans le positif. Alors, on va écouter le morceau de musique que vous avez choisi. Chopin, parce que vous aimez la musique classique. Oui. Je suis content d'avoir du Chopin, parce que quand même pas tous les jours qu'on me met du Chopin dans cette émission. Pourquoi ce choix? Alors, en quelques mots, parce qu'on est très en retard. C'est une petite musique, une petite Madeleine de Proust. Quand je préparais les concours, j'aimais bien avoir un fond musical et j'écoutais quasiment du Chopin continuellement. D'accord. Et étant moi-même pianiste à un niveau très simple, j'admire de la manière dont c'est joué, l'écriture qui est faite par Chopin. Voilà, c'est une. D'accord, je comprends bien. Ah. Problème de circulation à Luçon. On va essayer de faire attention. Alors dites-moi, je vous dis où nous allons. Bon, vous avez été maire de Luçon, président du syndicat du Marais Poitevin. Je vous emmène dans les marais communaux. Voilà, on va juste aller se promener un petit peu. Bon, vous allez voir où on va, mais je pense que vous connaissez. C'est mon coin à écrevisses. Alors vous ne le répéterez pas.
Et si vous ne connaissez pas, eh bien rendez-vous dans l'intégralité de Sans détour diffusé aujourd'hui tout au long de la journée sur l'antenne ainsi que sur nos différentes plateformes. On passe au jeu. On passe pour la dernière fois de la semaine d'ailleurs au jeu avec le rappel de la question. Quel est le thème central de Mouton Noir ? C'est le nom de la pièce qui a été jouée devant 400 collégiens la semaine dernière. Des collégiens d'Océan Marais de Mont. Le thème central de Mouton Noir. Indice du jour, le 30-20 existe pour en parler et pour le dénoncer. Et à la clé, des places pour aller voir le concert de Stéphane Escher le 19 mars prochain au festival acoustique C'est au Poiré-sur-Vie. C'est la fin de cette matinale. Merci à vous tous d'avoir été une nouvelle fois au rendez-vous. On se retrouve maintenant lundi dès 7h en direct. D'ici là, je vous souhaite à tous une très bonne fin de semaine et à lundi!